intervention donc s'intitule « L'architecture maîtresse des arts ». Alors évidemment, en tant que moderniste, que l'on soit 17e ou 18e, j'ai mis un point d'interrogation pour éviter de me fâcher avec mes collègues spécialistes de peinture et de sculpture, mais il est évident que je pouvais répondre à cette question d'une manière très simple en retirant le point d'interrogation. Bref, tout ceci est enregistré. Je crois que j'aurai quelques difficultés par la suite. Alors, qu'est-ce que l'ornement au XVIIIe siècle ? J'avais donné dans la présentation de cette conférence 2 extraits d'ouvrages d'architectes du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'ornement est pour Augustin-Charles d'Avillers l'explication, dans son ouvrage « Explication des termes d'architecture » qui paraît en 1693, toute la sculpture qui décore l'architecture. Mais ce mot se prend dans Vitruve et dans Vignole pour signifier l'entablement. C'est-à-dire l'ornement, c'est l'ornement de l'ordre, celui du chapiteau et celui de l'entablement. A priori, ce n'est rien d'autre que cela. Vous voyez qu'on est très réticent au XVIIe siècle. J'imagine qu'avec Alexandre Gady, vous avez pu avoir des explications plus importantes sur cette méfiance à l'égard de l'ornement. Dans la tradition classique, la sculpture propre à l'architecture est celle qui contribue à l'embellissement des ordres, à la définition des ordres, et quelques membres d'architecture qui rappellent le choix qu'on a fait de cet ordre, par exemple des chambranles moulurées. Donc les motifs sont a priori relativement peu nombreux. On a un catalogue resserré de l'ornement qui est inspiré par la nature pour l'essentiel. Dans la réédition du dictionnaire d'architecture d'Avillers en 1755 par Jombert, on trouve quelques éléments, feuilles d'eau, joncs, coquilles, oves, canaux, raies de cœur, glaçons, mascarons, festons, et puis des ornements hydrauliques dont on parle toujours, sauf moi aujourd'hui. Alors, à en croire Blondel, au siècle suivant, dans son cours d'architecture, cette fois-ci, qui est publié en 1771, mais ce sont des idées qu'il développe déjà depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'ornement doit entretenir avec l'architecture un rapport de subordination justifié par l'universalité des connaissances techniques et artistiques à laquelle ni le peintre, ni le sculpteur, ni même le jardinier ne peuvent prétendre. C'est-à-dire que c'est l'architecte qui détient cette science universelle qui lui permet donc d'être le directeur, en quelque sorte. Il écrit « Tant d'avantages annonçant l'utilité de l'architecture nous annonce aussi sa magnificence et lui donne sans contredit la prééminence sur tous les autres arts qu'elle régit en les associant à ses travaux. Convaincu de cette vérité, sans vouloir affaiblir l'excellence de la sculpture, de la peinture et du jardinage, rendons compte à nos élèves de la supériorité de l'architecture dans le dessein de les exciter à se rendre véritablement dignes un jour de s'illustrer dans cet art, qui lui seul suppose la plus grande partie des connaissances, des sciences, des arts utiles, des arts de goût et des arts agréables. » C'est l'introduction à son cours d'architecture. Donc, sous la plume de l'un comme de l'autre, 2 évidences. D'une part, la primauté de l'architecture sur les autres arts. D'autre part, le supplément que représente la sculpture des ornements par rapport à l'architecture. Blondel explique que la sculpture procure un embellissement à l'architecture. Quand cet embellissement, dit-il, c'est un cadre très précis, est appelé par la nécessité, le goût et l'esprit de convenance. Je résume, un bel ornement n'est jamais superflu, il est indispensable. Un bel ornement relève du bon goût, et nous allons voir ce qu'est cette notion,
Et un bel ornement, enfin, s'accorde avec la destination de l'édifice et la qualité du commanditaire. Alors, il semble qu'à l'Académie royale d'architecture, on est toujours exprimé, et c'est vrai depuis sa création en 1671 jusqu'à sa disparition, la fin de l'Ancien Régime, on est toujours exprimé une méfiance à l'égard des ornements. Tout au long du XVIIIe siècle, les séances de l'Académie sont ponctuées de sujets concernant l'ornement. L'ornement principalement des monuments antiques. On poursuit tout au long du XVIIIe siècle le travail qu'on avait confié à des Godé au XVIIe siècle, de mesurer et de dessiner ces monuments antiques. Alors, par exemple, le 14 mars 1712, la compagnie s'est entretenue sur divers ornements qui sont la plupart de sculptures, mais qui doivent être faits, je cite, de manière qui ne servent qu'à décorer les parties des bâtiments sans rien altérer du caractère de l'ordre d'architecture, qui en doit faire la beauté essentielle. Donc il y a cette idée de hiérarchie, l'ordre fait la beauté de l'architecture, l'ornement est un supplément qui ne doit pas altérer la beauté de l'ordre. Le 17 février 1714, on examine cette fois-ci divers ornements qui sont présentés par le sieur Bullet, l'architecte Bullet. Des tables de relief ou des tables enfoncées mises comme ornement sur les dés des piédestaux, c'est-à-dire sur ceux qui supportent les piédestaux. Et il est immédiatement recommandé d'en réduire l'usage, dit-on, aux ouvrages de pure décoration. Qu'est-ce qu'un ouvrage de pure décoration? Alors, les piédestaux des balustrades, les piédestaux des statues, des trophées, les fontaines décoratives aussi. Voilà. Donc, ces tables décoratives qu'on appose sur des murs nus ou des piédestaux, il faut absolument en réduire l'usage. Donc l'ornement menace l'ordre, en somme. C'est l'idée qu'il faut retenir. L'ordre devrait se suffire à lui-même, et cette idée, c'est le fondement de la théorie de l'architecture, défendue par l'Académie, et bien au-delà, je dirais, par les théoriciens qui sont acquis à la singularité de l'architecture française. La noble et simple architecture, cette expression qu'on retrouve sans cesse, donc la noble et simple architecture, dans tous les traités, repose sur un principe d'économie de l'ornement. Antoine Picon l'avait expliqué dans sa conférence introductive. Il faut brider l'ornement. J'ai beaucoup aimé cette expression. À l'époque moderne, on bride l'ornement. Enfin, tout au moins les théoriciens acquis au bon goût et à cette noble et simple architecture. Alors, qu'en est-il de la pratique? Que peut-on qualifier d'ornement, hormis celui des chapiteaux et des entablements, donc de la frise et de la corniche? Quelles sont les parties de l'édifice qui sont ornées au XVIIIe siècle? On a l'impression que ces parties répondent elles aussi à une réglementation assez précise, mais en réalité, beaucoup d'architectes s'accordent des libertés. Alors, en guise de préambule, je vous ai mis cette superbe image qui donc est une photographie de la fontaine de Neptune, place Stanislas, donc l'ancienne place Louis XV de Nancy. Donc ces éléments, donc ces grilles de ferronnerie qui ont été, de serrurerie, pardon, le terme du XVIIIe siècle, qui ont été réalisées par Jean Lamour et qui viennent fermer la place royale de Nancy. Et vous avez là sous les yeux donc l'unique chapiteau réalisé dans le cadre urbain d'un ordre tout particulier sur lequel on réfléchit au XVIIe siècle, mais aussi au XVIIIe siècle. C'est un ordre français. Vous le reconnaissez, vous savez, c'est ce mythe de la création de l'ordre français à l'époque moderne,
créer un nouvel ordre qui représente l'architecture française, cette noble et simple architecture. Eh bien, c'est le seul exemple réalisé dans le cadre urbain. Vous reconnaissez ici évidemment le soleil et le coq qui est l'emblème donc du peuple français. Alors, on qualifierait ces ornements de rocailles. Je vais revenir évidemment sur ce terme. Vous voyez ici que ce chapiteau est supporté par un pilastre dont on reconnaît les cannelures dans la partie inférieure, cannelures rudentées, avec ces superbes feuilles dorées qui viennent s'interposer à l'intérieur des cannelures, habiller les cannelures. Alors effectivement, ces ornements de l'architecture classique ont leur place. D'abord les chapiteaux. Alors vous avez ici sous les yeux un magnifique chapiteau de l'église de Pont-à-Mousson, de l'abbaye de Pont-à-Mousson. Et vous voyez également que donc les chapiteaux, l'entablement, mais aussi les caissons des voûtes peuvent être habillés de ces ornements de feuilles qui forment ici une rose, là, vous voyez ici. On a également des ornements... Ah, ça y est, ça fonctionne maintenant. Des ornements situés sur les éléments de support. Alors ici, au château de Bouges, donc dans le Berry, les consoles supportent des ornements sculptés et elles-mêmes supportent le balcon qui est orné donc d'un garde-corps de ferronnerie. Un endroit qui reçoit aussi l'ornement, c'est évidemment le tympan du fronton, avec cette fois-ci une sculpture plus développée, souvent figurative, qui se développe parfois même en haut relief. Et puis il y a des éléments plus surprenants. Alors là, avec un vocabulaire emprunté pour ce support anthropomorphe qui représente Hercule, sur une maison d'Amiens, un support emprunté au XVIIe siècle. Là, on a presque l'impression d'être ici, à Aix-en-Provence, et de voir l'une de ces magnifiques figures dont Puget avait le secret. Donc, support, garde-corps de ferronnerie, fermeture des espaces, des places, des cours d'honneur des châteaux. Ici, on est revenu à Nancy avec la fermeture de la place par ces grilles extraordinaires dotées donc d'un supplément ici terminé par un coq qui supporte donc la lanterne. On trouve aussi ce décor à l'intérieur des édifices, cet ornement, cette ferronnerie, cette serrurerie qu'on trouvait à l'extérieur. On la retrouve par exemple pour la protection donc des escaliers. Alors, j'en profite pour vous montrer ces deux objets tout de suite, même si je ne les commenterai pas complètement, je reviendrai là-dessus. On a ici sous les yeux une grille qu'on pourrait qualifier de rocaille, d'un rocaille qui déjà est fort sage, et ici une sublime, j'ose le dire, garde-corps, une sublime grille à la grecque, avec cet enroulement extraordinaire, réalisé donc par les serruriers dans une petite ville de la Nièvre. Alors l'ornement, c'est aussi l'ornement des parties supérieures de l'édifice. On est ici à Nancy, dans l'hémicycle, donc à l'extrémité de la place de la Carrière, et on retrouve des pots à feu, des vases, des statues d'amortissement aussi, qui vont couronner l'architecture et contribuer à l'ornement des élévations principales. Promenons-nous un peu plus loin, ici à Bordeaux, donc sur la terrasse qui surplombe le portique du Grand Théâtre construit par Victor Louis, avec une extraordinaire suite de figures en ronde-bosse qui ont été réalisées par un sculpteur qui s'appelle Berruère, qu'on retrouvera tout à l'heure. Et puis l'ornement ou le décor, justement tout
la question est là, c'est aussi couvrir des surfaces pleines, des surfaces qui sont pleines par la fonction de l'édifice. C'est l'unique fontaine que je montrais dans cette présentation. Donc il s'agit ici de la fontaine des Rabuissons, qui se situe donc à Amiens. J'ai laissé le nom pour que vous puissiez noter, parce que c'est un monument qui est peu connu, elle existe toujours. Vous voyez qu'on a utilisé ici plusieurs ornements ou motifs, dont je peux faire le détail. 2 coquilles, une dans la partie supérieure, une ici pour recevoir l'eau, servir de vasque. Des rochers, qui sont eux aussi une forme d'ornement. Monique Mosser a montré dans un article célèbre, Le rocher et la colonne, à quel point ces roches sont un élément important du discours sur les origines de l'architecture. Et puis, des lignes de poste dans la partie supérieure, sur lesquelles je reviendrai. Et enfin, au centre de la composition, ce bas-relief qui représente la source et qui appartient, lui, au domaine de la sculpture. Alors, le plan de cet exposé sera volontairement chronologique, d'abord parce que la chronologie ne nuit pas à la connaissance historique, et puis parce que c'est un choix qui s'appuie sur le discours des architectes eux-mêmes. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, les architectes racontent l'histoire de leur art et ils le font d'une manière historique. La seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est vraiment l'heure de la réécriture de l'histoire de l'architecture. Ils sont nombreux à y participer. Marc-Antoine Laugier, Jacques-François Blondel, Jean-Louis Vielle de Saint-Maux, Claude-Nicolas Ledoux, Étienne-Louis Boulet, Marie-Joseph Père, et bien d'autres encore, Nicolas Le Camus de Mézières. Eh bien, tous s'attachent donc au discours des origines et à restituer chacune des époques jusqu'au présent. Et l'histoire de l'architecture telle qu'elle est racontée au XVIIIe siècle fait une grande place à l'ornement. Cet ornement dont la fonction, ou plutôt je devrais dire les fonctions, embellir, dissimuler ou lier, exprimer la richesse, eh bien ces fonctions sont susceptibles d'engendrer un grand nombre d'erreurs dans le dessin de l'architecture. Alors ces erreurs, ça peut être la difformité, l'excès, la disproportion, la disharmonie, par méconnaissance bien sûr de l'architecture antique, le succès du mauvais goût, lorsque l'architecte et le commanditaire cèdent à la mode, ce mal du siècle des Lumières. Donc par définition, l'usage de l'ornement comporte un certain nombre de risques pour l'architecte. Alors l'architecte de la Halle au Blé, j'ai pris celui-ci comme pour exemple, Le Camus de Mézières raconte l'évolution des rapports entre architecture et sculpture, c'est le mot qu'il emploie, mais il parle de l'ornement, dans la lettre 36 de la nouvelle édition de son Guide de ceux qui veulent bâtir, publié en 1786. Il distingue préalablement d'ailleurs 2 professions chez les sculpteurs. Le sculpteur d'ornement et le sculpteur de figure. Il indique que la sculpture, pour l'ornement en tout cas, a suivi les phases de l'architecture. Et cette sculpture d'ornement et l'architecture sont 2 sœurs qui se prêtent mutuellement des secours. Alors, voyons le détail donc de cette histoire de l'ornement racontée par le Camus de Mézières. Alors, elle est classique. Après avoir secoué le joug du gothique à la Renaissance, bien sûr, la France, après plusieurs guerres et une nouvelle plongée dans le chaos du gothique au XVIIe siècle,
produisit, sous le règne de Louis XIV, vous les avez vus, quelques modèles qui serviront à jamais pour le bon goût et pour la magnificence. Donc il y a une sorte de renaissance de l'architecture sous le règne de Louis XIV. Alors là, je le cite, attention. « Il faut avouer cependant que les ornements n'avaient pas encore cette grâce, on est en 1786 là, n'avaient pas encore cette grâce, cette légèreté, peut-être même cette noblesse dont les effets sont si précieux. » Donc il parle des ornements du siècle précédent, en 1786. On le sentit au commencement du règne de Louis le Bien-Aimé, mais en voulant éviter un défaut, on tomba dans l'autre. On donna dans un goût frivole et léger. Les ornements ne valaient qu'autant que leur forme était tourmentée et contrastée. Alors, point d'accord, point d'union, tout était bizarre. Ce qu'on exécutait était aussi extraordinaire, aussi maussade que le mauvais gothique. Donc, on est retombé au début du XVIIIe siècle, donc au début du règne de Louis le Bien-Aimé, de Louis XV, dans un ornement qui n'est pas mieux que le mauvais gothique. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un bon gothique? On peut se poser la question, effectivement. Hélène Rousteau-Chambon, qui a publié un ouvrage consacré au gothique des temps modernes en 2006, s'est posé effectivement cette question et elle a recensé un certain nombre de chantiers gothiques à l'époque moderne, et tout particulièrement au XVIIIe siècle. Alors ça aurait été un sujet intéressant aussi, parce que précisément l'ornement gothique pose un tas de problèmes à nos architectes du XVIIIe siècle, et en particulier des problèmes de toisée. Parce qu'on ne peut absolument pas toiser l'ornement gothique, c'est-à-dire le mesurer, en évaluer la qualité et le coût, comme on le fait d'ornements modernes. Bref, petite digression. Revenons à notre histoire de la sculpture au XVIIIe siècle, écrite par Le Camus de Mézières. Donc, dans un premier temps, la période rocaille, que vous appelez le style Louis XV, alors même que tous les motifs sont nés à peu près 15 à 20 ans avant la mort de Louis XIV, eh bien, cette période qui est un peu délaissée par les historiens de l'architecture, il en décrit les défauts. Alors, il dit, donc, c'est le terme où nous étions réduits durant la première moitié du XVIIIe siècle, lorsque tout à coup, on vit briller des jours heureux. Un homme digne du siècle d'Auguste est mis à la tête des Beaux-Arts. Il s'agit du comte d'Angivillers, directeur des bâtiments du roi à partir de 1774. Et, dit-il, le règne de Louis XVI arrive. Bientôt le génie perce à travers les nuages, le beau, le noble, le magnifique reparaissent. Et les ornements, ce qui nous intéresse, simples et non multipliés, reprennent leur place et ne s'emploient qu'autant qu'ils sont analogues aux endroits de leur destination. On s'arrête aux belles formes, aux belles masses, on ne cherche pas à les tourmenter, à les surcharger. Les lignes droites, les lignes courbes, jetées avec grâce, sont les seules qu'on se permet. Sans restreindre les bornes de l'art, on s'est circonscrit dans un nombre d'ornements avoués et reconnus pour l'effet. Avec les 24 lettres de l'alphabet, on en fente des volumes. Pourquoi la sculpture n'aurait-elle pas les mêmes prérogatives pour le décor des bâtiments? Donc le Camus de Mézières prétend que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec ce retour à l'économie, à la modération de l'ornement, on a défini un alphabet, non pas une grammaire, mot qu'on emploiera au XIXe siècle, dont vous parlerez sans doute avec Jean-Michel Legnaud. Donc on a défini un alphabet dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle qui préserve du mauvais goût parce qu'il est borné, en quelque sorte. Alors voici le plan que je vous propose en suivant le Camus de Mézières. Dans une première partie, donc, nous considérons, à l'instar de notre architecte, l'ornement comme une menace pour l'architecture. Dans la deuxième partie, nous examinerons les formes, concrètement, de ce renouveau des arts, à partir, dit-il, du règne de Louis XVI, mais en réalité à partir du milieu du XVIIIe siècle,
Et enfin, dans la troisième partie, nous porterons plus d'attention à cette subordination ardemment désirée de la sculpture, de l'ornement, mais je dirais aussi de la peinture, disons des arts dits décoratifs au XVIIIe siècle, hein, c'est pas moi qui le dis, à l'architecture. De quelle manière est-elle assurée, cette subordination? Mais on verra aussi comment la génération d'architectes qui commence à construire à la grecque autour de 1760 contribue à modifier durablement les rapports entre l'architecture et son décor. Alors, première partie, l'ornement, une menace. En 1754, Charles-Nicolas Cochin le Jeune, qui est un graveur, publie de manière anonyme dans le Mercure de France un texte bien connu des historiens de l'art, intitulé « Supplication aux orfèvres, ciseleurs, sculpteurs en bois pour les appartements et autres par une société d'artistes ». Ce texte est réédité en 1957 dans un recueil de quelques pièces concernant les arts. Dans son avant-propos, l'auteur indique qu'il a rassemblé ces textes pour faire voir à la plus grande partie des personnes qui emploient les gens d'art combien les choses de mode qui les charment sont ennemies du bon goût. Il explique qu'il est nécessaire d'avoir reçu une bonne formation et qu'on ne peut confier à n'importe qui l'exécution du décor. Le texte est adressé aux sculpteurs ornemanistes, ceux qui décorent les appartements, mais aussi ceux qui dessinent les objets décoratifs, je dirais luxueux, de la clientèle la plus fortunée. Mais en réalité, il est destiné aux architectes qui semblent, dit-il, n'avoir plus aucune maîtrise de la conception du décor, tout au moins à l'intérieur des maisons, et semblent n'être plus non plus attachés à la défense de l'architecture du grand siècle. Alors si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur Charles-Nicolas Cochin, vous pouvez consulter l'ouvrage de Christian Michel, qui a consacré un ouvrage important, un travail important à ce personnage, publié en 1993. Ce personnage, Cochin, n'est pas un inconnu. C'est lui qui a accompagné le jeune Vandière, donc Abel Poisson de Vandière, futur marquis de Marigny, dans son voyage en Italie. Il était donc de la clique Soufflot, l'abbé Leblanc, Cochin, autour de Marigny, pour former donc ce futur directeur des bâtiments du roi à la connaissance de l'art, et en particulier à la connaissance de l'art antique et de l'art italien moderne. Alors la première critique à l'égard de ce décor et cet ornement de la première moitié du XVIIIe siècle, c'est celle de l'absence d'une échelle unique de la représentation. Voici ce qu'il écrit. « Messieurs les sculpteurs d'appartements sont priés d'avoir dans les trophées qu'ils exécutent, sont priés d'avoir agréable dans les trophées qu'ils exécutent, de ne pas faire une faux plus petite qu'une horloge de sable, un chapeau ou un tambour de basque plus grand qu'une basse de viol, une tête d'homme plus petite qu'une rose, une serpe plus grande qu'un râteau, etc. » Donc, il regrette de devoir rappeler aux sculpteurs le respect des lois de proportion indispensables au dessin de l'ornement. Deuxième critique, l'invraisemblance de la représentation. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été dénoncé à l'Académie d'architecture en particulier. On en a discuté à plusieurs reprises. Alors, par exemple, en 1697, alors qu'à l'Académie, on est en train de relire le cours d'architecture de François Blondel, qu'on va rééditer en fait, eh bien, on consacre une partie des discussions à la question de l'ornement et on insiste sur leur vraisemblance. Exemple,
on ne peut pas attacher les objets de culte sous forme de trophées, parce que dans la réalité, ça ne nous viendrait pas l'idée de le faire. Alors Cochin va reprendre les mêmes arguments en 1754. Nous nous garderons bien, je le cite, de trouver à redire au goût régnant dans la décoration intérieure de nos appartements. Nous sommes trop bons citoyens pour vouloir tout d'un coup mettre à la mendicité tant d'honnêtes gens, ces sculpteurs ornemanistes, qui ne savent faire que cela. Nous ne voulons pas même leur demander un peu de retenue dans l'usage des palmiers. Et oui, les palmiers croissent dans les appartements, figurez-vous, un peu partout, autour des cheminées, autour des miroirs, contre les murs, à l'intérieur même des maisons, qui sont tout d'un coup transformées en un lieu qui ne correspond en rien à la réalité. Cochin, comme ses contemporains architectes, et là on sent mieux la mission d'un Beaufranc en 1745, quand il publie son livre d'architecture, ou d'un Jacques-François Blondel, quand il publie son cours d'architecture. Donc Cochin, comme ses contemporains architectes, se sent investi de ce rappel des bonnes règles de l'architecture. Alors il dit qu'on attend par exemple de la forme d'une pièce, de celle d'un arc, de celle d'une porte ou encore de celle d'un lambris, qu'elle soit justifiée par l'usage. Il regrette qu'au contraire, il arrive fréquemment que la forme du décor comme des pièces contrarie l'usage. Alors par exemple, toutes ces pièces rondes qu'on peut voir dans les hôtels parisiens, eh bien, sont contraires à la disposition du mobilier, qu'on ne sait plus où mettre, qu'on ne sait plus où installer. Pourquoi tordre les portes, leur donner cette rondeur que vous voyez ici sur ce décor d'un hôtel particulier parisien qui a été détruit? Pourquoi courber les portes alors qu'on passe très bien ces portes quand elles sont parfaitement rectilignes? Enfin, il voit dans ce type de décor et d'ornement, cet usage immodéré de la courbe et de la contre-courbe, une perte d'adresse. Il explique que la simplicité de la ligne, c'est elle qui révèle l'adresse de l'exécutant. Plus la ligne est simple, plus la main est assurée, plus la qualité du dessin est grande. Il le dit ainsi: les formes droites, carrées, rondes et ovales décorent aussi richement que toutes leurs inventions, que comme leur exécution exacte est plus difficile que celle de tous ces herbages, ailes de chauve-souris et autres misères qui sont en usage, elle fera plus d'honneur à leur talent. Et il les supplie, ces architectes et sculpteurs ornemanistes, qu'enfin les yeux de nombre de bonnes personnes dont nous sommes leur auront une obligation inexprimable de n'être plus molestés par ces disproportions déraisonnables et par cette abondance d'ornements tortueux et extravagants. Donc cette condamnation de l'art rocaille, elle est bien connue des historiens de l'art, et c'est aux architectes qu'elle est adressée. Cochin va enfoncer le clou, si j'ose dire, l'année suivante, en prenant la plume à nouveau, et il imagine une réponse qu'il se fait à lui-même. C'est-à-dire il se met dans la peau de ces architectes ornemanistes, ou plutôt de ces ornemanistes qu'il va désigner d'ailleurs dans sa réponse. Et ce nouveau développement va lui permettre de peindre plus à loisir encore le tableau des arts décoratifs en 1755. Je rappelle qu'il entend par art décoratif l'ensemble du décor, que ce soit l'ornement, le décor au sens plus large du terme, peint et sculpté, tant extérieur qu'intérieur. Alors les architectes ornemanistes qui sont incriminés donc, et qui répondent à Cochin avouent dans ce second texte qu'ils sont responsables de la disparition de la peinture d'histoire. Les peintres désormais se contentent de dessus de porte en camaïeux.
J'ai quelques exemples à vous montrer. Donc, ici, de vieilles photographies d'hôtels particuliers parisiens, où l'on peut voir que cet ornement rocaille se développe donc bien au-delà de ce qui est la partie structurelle de l'architecture. On a ici un grand cartouche, vous le voyez, orné donc de formes empruntées en fait à la formation des coquillages et qui ne sont pas limitées à la clé de l'arc, qui lorsqu'elle est ornée s'appelle une agrafe, mais se développe, vous voyez, sur la surface de la pierre de chaque côté, sur ces lignes de refend qui vont disparaître derrière les ornements. Les consoles aussi sont très détaillées, alors que les ornements de cette période rocaille sont des ornements donc, qui sont empruntés au monde végétal, au monde animal, en particulier aux productions de la mer, mais aussi au monde des chimères. Il y a également quelques inventions, telles que les dragons, ou des morceaux de dragon, des ailes tout simplement, qui sont introduits dans ces ornements. Et comment finalement à certains endroits justifier leur présence? On voit ici ces pots simplement appuyés sur ce bandeau d'étage, c'est cette corniche même, puisque c'est une corniche, qui ne vient couronner aucun élément structurel de l'architecture, puisqu'il s'agit simplement ici d'une console décorative qui rehausse la saillie de cette corniche au-dessus de la porte. Autre exemple, alors là plus exubérant encore, avec une superbe tête de bouc dans la partie centrale, et on voit ce balcon comme son garde-corps, donc s'animer de ces différentes courbes, et j'allais dire unifier deux travées qui n'ont pas forcément à l'être, puisqu'il y a entre les deux un véritable trumeau. Alors, ces architectes ornemanistes, donc, à l'intérieur, alors j'ai mis un grand nombre d'exemples, pour certains d'ailleurs largement refaits au XIXe siècle. Ces architectes ornemanistes, donc, prétendent avoir fait disparaître la peinture d'histoire. Cette société d'architectes ornemanistes dénonce ensuite la formation des architectes de l'Académie. Le problème des architectes de l'Académie, donc défenseurs du bon goût, c'est qu'ils ont vu en Italie ces restes d'architecture antique dont tout le monde est convenu d'admirer, sans qu'on puisse deviner pourquoi, cet air de grandeur et de simplicité qui en fait le caractère. Les défauts principaux de cette architecture antique, contre laquelle il lutte, c'est la régularité symétrique, l'économie donc avec laquelle sont distribués les ornements, et surtout, ces ornements sont divisés par de grandes parties ou séparés par de grandes parties, où le regard a la possibilité de se reposer. Donc je retiens ces termes, symétrie, économie des parties ou surface dépourvue d'ornement, donc il faut fuir l'excès, la surcharge, l'artificiel en un mot, qui s'oppose à la simplicité, par essence naturelle. Ce terme de simplicité est très important dans la distribution des ornements selon Cochin, et selon ceux qui vont contribuer donc à la rénovation de son usage dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, Werner Zambien donc, a publié en 1986 un ouvrage consacré à la théorie de l'architecture classique, symétrie, goût, caractère, théorie et terminologie de l'architecture classique, à l'âge classique, et il a consacré un chapitre entier à cette notion de simplicité dans la théorie architecturale au XVIIIe siècle.
Mais revenons à Cochin, donc, et à cette réponse qu'il se fait à lui-même. Alors, sous la plume des architectes ornemanistes, il explique qu'ils se sont donnés pour mission d'amuser la nation. Une nation gaie, qu'il faut distraire, et que leur art relève de la distraction. Il est même jusqu'à l'intérieur des églises, qui a un air de gaieté et d'élégance. Alors, les coupables sont désignés. Le premier d'entre eux, c'est Hopnor, qui va servir leur cause. Donc un ornemaniste et architecte bien connu de la première moitié du XVIIIe siècle. Ensuite vient Meissonnier, dont vous voyez ici le frontispice de l'œuvre gravé. Donc Meissonnier qui va les servir encore mieux. Alors je ne résiste pas à la citation un tout petit peu longue de ce passage, mais vous allez vraiment comprendre la chose. Voici donc Meissonnier présenté par ses partisans architectes ornemanistes. Il avait à la vérité étudié en Italie et par conséquent il n'était pas entièrement des nôtres, c'est-à-dire qu'il connaissait l'antique. Mais comme il avait sagement préféré le goût de Borromini au goût ennuyeux de l'antique, il s'était par là rapproché de nous. Car le Borromini a rendu à l'Italie le même service que nous avons rendu à la France en y introduisant une architecture gaie et indépendante de toutes les règles, de ce que l'on appelait anciennement le bon goût. Les Italiens ont d'ailleurs depuis fort perfectionné cette première tentative. Alors, que fait Meissonnier? Il commence à détruire toutes les lignes droites, qui étaient d'un vieil usage. Il tourne et fait bomber les corniches de toutes les façons. Il les cintre en haut, il les cintre en bas, en avant, en arrière. Il donne des formes à tout, même aux moulures qui en paraissent les moins susceptibles. Il inventa les contrastes. Alors le contraste, c'est l'asymétrie, une grande découverte de l'ornement rocaille. Rien n'était si admirable que de voir de quelle manière il engageait les corniches de marbre les plus dures à se prêter avec complaisance aux bizarreries ingénieuses des formes de cartels ou autre chose qui devait porter dessus. Donc tout est tordu jusqu'aux rampes d'escalier, jusqu'à ce fer forgé qui adopte les courbes et les contre-courbes les plus extravagantes. Donc vous voyez qu'il y a là-dessous, d'une certaine manière, une absence de respect total du matériau, qu'on plie, et donc une invraisemblance de la représentation, qu'on plie jusqu'à l'extrême, jusqu'à en faire quelque chose de tout à fait mou, de tout à fait contraire à la solidité, finalement, qui est une des vertus aussi de cette architecture classique. Alors, évidemment, il conclut en disant que Meissonnier a rendu d'immenses services à l'orfèvrerie. En moins de rien, l'orfèvrerie et les bijoux devinrent très aisés à traiter avec ce qui était propre aux architectes, c'est-à-dire le génie. Tout d'un coup, le génie se répand partout. Les ornemanistes ont placé sur un point d'égalité l'ensemble des arts, depuis l'architecture la plus savante jusqu'à l'orfèvrerie et la bijouterie. Alors le succès est planétaire, européen, n'allons pas si loin. Le succès de ces ornemanistes, de cet art rocaille, est européen. Les Anglais eux-mêmes délaissent Palladio, figurez-vous. Finalement, ils ne sont pas arrivés complètement à leur fin, et un autre héros survient, Nicolas Pineau, alors certainement l'ornemaniste le plus connu du XVIIIe siècle. Ce Nicolas Pineau, on est ici toujours dans l'œuvre de Meissonnier, ce Nicolas Pineau, donc, qui est un sculpteur d'ornements sur bois, qui réalise les lambris, va aller encore plus loin dans la destruction, finalement, des règles de l'architecture classique. Je le lis.
Il allégea toutes ces moulures et tous ces profils où Hoppner et Meissonier avaient voulu conserver un caractère qu'ils appelaient mâle. Il les traita d'une délicatesse qui les fait presque échapper à la vue. On trouva dans les mêmes espaces le moyen d'en mettre 6 fois plus. Et il s'affranchit tout d'un coup de la loi qu'il s'était follement imposé de lier toujours les ornements les uns avec les autres. On divise, on coupe en 1000 pièces, toujours terminé par ce rouleau qui est notre principale ressource. Il renonça pour jamais à la règle et au compas. Vous entendez ici le renoncement symbolique. On avait déjà banni la symétrie, on renchérit encore là-dessus. Il établit solidement l'usage de supprimer tous les plafonds en faisant faire à des sculpteurs à bon marché de jolies petites dentelles en bas-relief et qui réussissent si bien qu'on prit le sage parti de supprimer les corniches des appartements pour les enrichir de ces charmantes dentelles. C'est notre triomphe que cette proscription des corniches. Rien ne nous donnait plus de suggestion que ces misères antiques dont il les ornait et auxquelles votre écrivain paraît si attaché, donc Cochin. Alors ce que dénonce Cochin, finalement, à travers cet ornement rocaille, c'est la disparition complète du système de la décoration dans l'architecture classique. Comment est fondé ce système? Alors quelques images ici pour vous montrer à quel point nous sommes arrivés donc à l'usage des courbes, des contre-courbes, des divisions, des subdivisions, des S, des lacets et de 1000 pièces donc difficiles à discerner les unes des autres. Quelques gravures donc, qui sont extraites de l'œuvre de Meissonier. Et en particulier à gauche, vous voyez le projet bien connu du portail de l'église de Saint-Sulpice. Donc quelque chose qu'on devrait même observer dans le détail et dont on a du mal à comprendre comment la réalisation aurait pu être effective. En particulier les parties hautes, vous trouvez ça un peu extraordinaire. On a l'impression d'assister ici au couronnement d'une pièce montée. Avec ces toits chantournés, je ne sais même plus comment dire, et ces ornements d'amortissement donc, qui couronnent chacune de ces courbes. Et en voici le projet d'un tombeau. Vous voyez l'air solennel, grave et mâle qui exprime ce type de dessin. Alors, ce que dénonce Cochin, évidemment, c'est cette disparition du système classique de la décoration des pièces. Alors, je m'explique. J'ai mis ici un exemple qu'il est très difficile d'interpréter, mais qui est traditionnellement montré comme le plus beau reste de la période rocaille à Paris. C'est l'hôtel de Soubise, vous savez, le siège des Archives nationales, donc, dans lequel 2 salons ont été décorés par Germain Beaufranc. Ces 2 salons, donc le salon du prince et le salon de la princesse, comportent des ornements rocailles, on peut le dire. Vous observez ici ce bras de lumière extraordinaire par sa dissymétrie justement, mais aussi par la manière dont il est intégré au lambris. Et Germain Beaufranc, qui n'est pas connu pour être l'ennemi du bon goût, ni l'ennemi des règles de l'architecture à l'antique, eh bien, a publié lui-même l'élévation développée du salon du prince de Rohan, donc à l'hôtel de Soubise. Alors, vous voyez justement que l'ancien système a quasi disparu. J'ai mis un détail très intéressant, c'est ici le détail de ce qui sépare finalement. Alors, est-ce que j'ai une photo plus parlante? Oui, on va revenir à ça. Donc, vous voyez le système de construction de ce décor.
c'est une succession de grandes arcades en plein cintre. Entre ces grandes arcades en plein cintre, donc des trumeaux qui sont suffisamment larges pour qu'on puisse y développer une table décorative, qui présente donc un cadre et des ornements qui viennent la couvrir en partie, notamment cet ornement dont on a regardé le détail, vous avez vu, avec ce bras de lumière qui vient compléter le décor sculpté. Et puis, on voit très bien ici qu'au niveau de ce qu'on appelle l'imposte, c'est-à-dire la retombée de l'arc en plein cintre, il a interrompu donc ces tables pour dessiner un nouveau cadre très surprenant par sa forme, qui s'adapte en fait à cet écoinçon, ce double écoinçon qui reste entre les deux arcs en plein cintre. Et ces cadres, eh bien, il a eu, j'allais dire, l'intelligence d'y loger de vrais morceaux de sculpture, qui ont un relief assez important, des morceaux allégoriques, donc avec un grand nombre de figures qui viennent habiller l'ensemble du salon. Je reviens à ma gravure. Au-dessus donc de ces tableaux en écoinçon, et le système de décor du salon de la princesse est identique, eh bien, la corniche existe malgré tout, elle est là. C'est-à-dire c'est cet élément qui va séparer le mur du couvrement, le mur du plafond, le mur de la voûte. Elle est toujours existante. Ce que Cochin dénonce, c'est la disparition totale de cet objet, ou du moins l'impossibilité d'en faire la lecture. Ici, vous voyez, elle est puissante, elle est très ornée, puisqu'il s'agit d'un décor rocaille, elle est très ornée, mais elle demeure puissante, parfaitement lisible. Et vous voyez d'ailleurs que chacun des milieux de trumeau est souligné encore par cette coquille. Donc on a ici quand même quelque chose qui est très structuré par le dessin de l'architecture, qui est toujours lisible malgré la richesse du décor. Et je n'ai pas dit l'exubérance, j'ai dit la richesse du décor. Alors voici l'autre salon, donc le détail de cette même partie, où là cette fois-ci c'est la peinture qui est venue, donc le peintre qui est venu habiller ce double écoinçon, avec ici l'histoire de Psyché. Et vous voyez une nouvelle fois que cette corniche, bien que très travaillée, a été conservée. On a ici encore, par sa courbure, cette moulure qu'on trouvait dans les appartements du XVIIe siècle, et dont peut-être vous avez vu quelques exemples avec Alexandre Gady. Pas du tout. Alors, voilà en gros ce que dénonce Cochin. On est ici à l'Arsenal, donc c'est quelque chose de plus tardif encore. C'est donc ces palmiers qui croissent autour des miroirs, cette infinité du détail de l'ornement qui finalement n'est plus tellement lisible, tellement il est fin. Il y a aussi le problème de la distance dans la qualité de l'ornement. Si votre ornement est tellement fin, tellement détaillé que vous ne pouvez le percevoir, alors c'est qu'il a un défaut. S'il n'est pas lisible, il n'a pas d'utilité. C'est encore ce principe d'utilité très important. Et alors là, le plafond a disparu, le décor du plafond a disparu, mais il est fort à parier que toutes ces ornements chantilly, je ne sais même plus comment les appeler, se développaient également sur la partie supérieure. Vous voyez d'ailleurs que les peintres ont été réduits au camailleux des dessus de porte, comme dans le texte de Cochin. Voilà, donc c'est avec l'idée que l'excès d'ornement nuit à la bonne architecture que dans le contexte de la redécouverte de l'Antiquité, à partir des années 1750, sous le directorat de Marigny, les architectes sont investis de la mission de définir un vocabulaire nouveau, un alphabet, nous dit le Camus de Mézières, qui contribue à restaurer la noble architecture. Alors, petit problème chronologique, je vous l'ai dit, voilà.
J'avais mis ces deux choses très connues pour vous montrer ce qu'on souhaitait éviter justement chez nous. Borromini à gauche et l'église de la Vis à droite, un édifice fort connu aussi en Bavière. Hein. C'est finalement tout ce que rejette Cochin. Alors, petit élément chronologique. Donc, le Camus de Mézières, hein, dans son histoire des rapports entre la sculpture et l'architecture, il situe la rupture et l'adoption d'un nouveau vocabulaire au début du règne de Louis XVI. Je vous rappelle, début du règne de Louis XVI, 1774. Hein, très tardif. En réalité, c'est dès les années 1750 que les choses commencent à changer, donc 25 ans avant la fin du règne de Louis XVI. C'est cet éternel décalage chronologique qu'on doit à la domination des antiquaires sur les historiens de l'architecture, mais je crois qu'on ne peut pas lutter. Alors, ce nouvel alphabet, hein, les contemporains de Le Camus de Mézières vont lui donner un nom. Ils l'appellent à la grecque. À la grecque. Parce qu'il naît au moment où l'Europe entière se passionne pour la découverte de l'architecture grecque, non pas à travers le filtre romain, mais in situ. Daniel Rabreau parle d'une machine de guerre contre la rocaille, ce vocabulaire à la grecque, une machine de guerre contre la rocaille qui était inapte à ce qu'on appelle le caractère, c'est-à-dire à rendre compte d'une idée ou d'un sentiment, par l'ornement. Ce goût à la grecque est rapidement confondu avec le bon goût que l'Académie tentait en vain de défendre dans la première moitié du XVIIIe siècle. Elle n'a jamais cessé de le faire. Vous pouvez vous reporter à l'ouvrage de Basile Baudès, Architecture et tradition académique au siècle des Lumières, qui vient de paraître, tout particulièrement à la troisième partie, qui porte ce titre, une architecture académique, point d'interrogation. Donc c'est la partie qui est consacrée au travail vraiment de la définition de l'architecture par l'Académie. Alors, associé au qualificatif de bon, le goût signifie la justesse du jugement fondé sur la raison, qui reconnaît à l'objet architectural le respect des règles, des principes, hérité de la tradition vitruvienne et de l'architecture antique. La mode, nous dit Germain Beaufranc, le tyran du goût met un obstacle à la perfection des arts. Elle est accompagnée de la folle nouveauté qui plaît, le vulgaire la suit, toutes les nations y sont plus ou moins assujetties. Les véritables principes se cachent et sont retirés chez un petit nombre d'architectes. C'est l'introduction à son livre d'architecture publié en 1745. Donc, le bon goût suppose l'assimilation de règles, c'est-à-dire une formation préalable au jugement. Il relève donc d'une partie de la population, d'une élite qui est instruite et d'un petit nombre d'architectes qui sont formés et qui contribuent par leur enseignement, mais aussi par leur publication, à la diffusion de modèles relevant donc du bon goût. Alors l'institution travaille pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle à essayer de sauvegarder ce bon goût et un vocabulaire architectural cohérent. En réalité, le secours va venir finalement d'ornemaniste aussi. C'est là qu'est le paradoxe. D'amateur et d'ornemaniste. Un personnage qui joue un rôle très important, c'est Jean-François de Neforge. Alors il est architecte, hein, le premier, et le second, c'est Jean-Charles de Lafosse. Architecte, ornemaniste, c'est difficile à dire, il se passionne pour l'ornement. Il fait de l'ornement l'architecture, de l'ornement. Vous allez voir, c'est très surprenant. Alors le premier, donc Jean-François de Neforge, publie un recueil de modèles d'architecture. Un recueil de modèles d'ornement aussi, donc de parties d'architecture ornées.
intitulé « Recueil élémentaire d'architecture » et qui paraît sous forme de cahier entre 1757 et 1780. Le livre a tout de même été approuvé par l'Académie royale d'architecture. Donc à lier un peu pour quelque chose. Alors il va livrer des centaines de planches qui sont diffusées dans l'Europe entière et dont on peut voir les effets vraiment dans la construction. Le second personnage, c'est Jean-Charles de La Fosse, avec sa nouvelle iconologie historique. Vous voyez, le titre est très surprenant, Nouvelle iconologie historique, qui fournit les motifs et propose les images d'une nouvelle représentation allégorique du monde, de l'histoire, depuis la création, de l'histoire des hommes, de leurs activités, des découvertes, de tout ce que vous voulez en fait. C'est une histoire allégorique de l'humanité, de la création du monde et de l'humanité. Et pour raconter cette nouvelle histoire, il va s'appuyer sur l'infinie variété qu'offre la réinterprétation de l'architecture antique. Alors, je ne serais pas honnête si je ne parlais pas non plus de Piranèse, qui a joué évidemment un rôle très important dans le renouveau de l'ornement à l'antique, parce que c'est un archéologue, donc par la publication de tous ces relevés d'architecture antique qu'il a pu faire, par la publication de tous ces éléments de l'ornement aussi des monuments antiques, mais aussi par l'intérêt qu'il porte à d'autres types d'architecture. Toutes ces choses-là sont l'architecture égyptienne, étrusque. Toutes ces choses-là sont bien connues. Elles ont été étudiées dans les années 70. Il y a eu 2 ouvrages magnifiques que sont le catalogue de l'exposition Piranèse et les Français et la publication des actes du colloque du même nom qui avait eu lieu donc, à Rome. Alors, quelques planches donc, de Jean-François de Neforge pour vous montrer un peu le type d'objet que l'on trouve représenté dans ces recueils de modèles. Alors, il y a de tout, des châteaux, des maisons de campagne, des portes de ville, des phares pour les ports, des fontaines pour les jardins, des fontaines pour les villes, des décors intérieurs, donc soit des décors comme vous pouvez le voir ici, de murs entiers, donc ici, avec des lambris et tapisseries dans un dessin d'architecture qui est extrêmement rigoureux, comme vous pouvez le voir, soit des détails de cheminées, par exemple. Vous voyez que là, on est dans les premières années, où des détails de niches ornées de vases, des détails de vases, des détails ornés de figures en ronde-bosse. Donc le catalogue est infini. Et vous voyez que ces ornements sont distribués de manière à ne jamais entraver la lecture du dessin des différentes parties de l'architecture. Je n'entre pas plus dans le détail. Ici, simplement une planche de l'iconologie historique de Jean-Charles de La Fosse, qui figure donc sous la forme de ce monument allégorique, où les ornements et les symboles sont très importants, le règne de Louis XIV. Sous la forme de ce monument, qu'on verrait très bien au milieu d'une place publique au XVIIIe siècle, doté de 4 bassins, il ferait une magnifique fontaine. Eh bien, sous la forme de ce monument, c'est-à-dire à partir du vocabulaire de l'architecture, Jean-Charles de La Fosse propose une interprétation allégorique du règne de Louis XIV. Alors évidemment, la liberté est immense. Il utilise donc, vous le voyez ici, des fûts de canon qu'il dispose à la place des colonnes. Il donne un traitement très particulier à ces triglyphes qui n'en sont plus, vous le voyez, mais qui sont des rouleaux sans aucun décor, qui tout de même donc sont continués par ces gouttes dans la partie inférieure. Et puis un motif très important qu'il apprécie particulièrement, c'est ce tambour, vous voyez, ce tambour cannelé d'une hypothétique colonne, enfin, ou plutôt d'une colonne naissante, qu'on imagine croître au fur et à mesure des règnes
Donc un motif qu'on retrouve relativement souvent. Et puis ces énormes guirlandes de laurier, très lourdes, très solides, qui sont des éléments très importants du goût à la grecque. Alors, quelques exemples maintenant un peu partout en France de ce qu'a été ce goût à la grecque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. On est ici à Bar-sur-Seine. C'est la porte monumentale qui a été construite à l'extrémité sud de la ville en 1769. Et elle rassemble un certain nombre de motifs très importants pour ce goût à la grecque. Alors, une très laide frise de poste, ici, elle est très laide et mal dessinée parce qu'elle a été refaite au XXe siècle. La partie supérieure était très endommagée. Vous le voyez, une réinterprétation de la frise dorique avec ces triglyphes qui n'en sont pas vraiment. L'utilisation donc de ces guirlandes de laurier, très lourdes. Alors là, on ne peut pas dire que le travail du sculpteur ornemaniste soit remarquable, hein, mais vous voyez que la diffusion du goût à la grecque a été complète. Ici, d'autres motifs intéressants. Donc, le triglyphe réinterprété pour être utilisé comme console, hein, en lieu et place où l'on trouvait auparavant ces consoles à enroulement qui existent à la période rocaille, mais aussi à la période classique. Et puis, ces drapés retenus ici par deux éléments qu'on suppose être de fer, hein, ils sont sculptés, mais c'est une évocation d'éléments donc, de ferronnerie. Guirlande souple, mais vous voyez quand même qu'il a une certaine lourdeur. Sur le garde-corps ici, cette frise de postes, les postes, ce sont ces vagues, un des motifs les plus couramment utilisés. Ici, sur ces consoles, les chutes de piastres, hein, ce sont ces pièces qui ont l'air d'avoir été enfilées donc, sur les unes après les autres et qui sont déposées donc, pour servir de motif. Et puis je donne un autre détail du couronnement donc, des différentes baies. Vous voyez malgré tout que l'ornement de la clé se limite à la clé elle-même. Il y a ici une plus grande sagesse. On y retrouve les écailles de poisson, qui sont un motif très courant aussi dans le vocabulaire à la grecque, la feuille d'acanthe, qui bien sûr n'a jamais disparu, puisqu'elle appartient au vocabulaire des ordres. Alors ici, on était dans la Nièvre, une petite ville de la Nièvre qui s'appelle Donzy. Ici, nous sommes à Troyes. À Troyes, où le portail de cet hôtel particulier a été orné d'une énorme guirlande de laurier, retenue ici par deux anneaux très solides. Et vous voyez le traitement qu'on a fait de la graphe, c'est encore une réinterprétation ici du triglyphe, sans les gouttes, avec, donc, et puis surtout d'une forme différente, avec ce bossage en pointe de diamant, hein, à l'intérieur de cette table fouillée. Donc on utilise le vocabulaire de l'architecture. Alors vous remarquez ici d'ailleurs la judicieuse restauration des ailes de ce portail par la suppression de l'enduit au profit du pan de bois. C'est vrai que le pan de bois se marie bien avec le bossage à la grecque. Ici, c'est la porte de l'archevêché de Limoges. Là, vous voyez une interprétation encore plus simple, on va dire, des motifs de l'architecture à la grecque, avec un triglyphe qui n'en avait plus vraiment un. On retrouve ces lignes de poste très importantes, ces guirlandes de laurier, et puis de gros modillons carrés ici. Alors le goût se répand partout, hein. Ici, on est au fin fond de la Nièvre, vous voyez, avec ce portail extraordinaire, ce clocher extraordinaire qui pourrait tout droit être sorti d'une planche de Jean-François de Neuforges. La partie supérieure est la copie de modèle qu'il a publié dans son recueil.
Ici, on est à Angoulême, forcément, avec donc cette frise de grec, pardon, j'ai dit poste tout à l'heure, cette frise de grec qui est le motif emblématique, naturellement. Vous voyez toujours cette réinterprétation du triglyphe, qui est un élément très important, qu'on va tordre, qu'on va modifier, qu'on va disposer à des endroits un peu insolites parfois. En voici le détail. Et enfin, peut-être un élément spectaculaire, on peut dire, c'est une console dessinée par Jean-François de Neforge lui-même, par Jean-Charles de la Fosse lui-même, qui est constitué, vous le voyez, de morceaux d'architecture. Morceaux d'architecture assemblés avec tous les motifs que j'ai précédemment décrits, les écailles, ici, guirlandes de laurier, grecques, les cannelures, les triglyphes réinterprétés, toujours ces guirlandes de laurier. Donc cette console qui, avec des éléments d'architecture librement associés les uns aux autres, librement disposés, relève donc d'une très grande créativité. Alors, un autre élément important, c'est que dans cette période donc, du goût à la grecque, la colonne elle-même devient ornement. Ça devient un des éléments très importants du décor des édifices. Je ne sais plus si je dois dire décor ou ornement, mais dans les textes, c'est le terme d'ornement qu'on trouve. La colonne est un des ornements très importants de cette architecture à la grecque. La colonne a toujours été d'ailleurs un ornement de l'architecture, depuis l'Antiquité. Elle a toujours été considérée ainsi. Finalement, on s'aperçoit que dans cette invention de l'architecture à la Grèce, la Grèce n'est qu'un prétexte. Sa découverte, sa redécouverte, ouvre la porte à bien d'autres études. C'est celle de l'art des Étrusques, par Piranèse, de l'art égyptien aussi, de l'architecture et de l'art des jardins chinois, et la curiosité donc pour toutes ces autres formes d'architecture, pour les mœurs aussi, de toutes ces différentes de toutes ces autres civilisations. Cette curiosité va permettre à l'architecte de rassembler un grand nombre de modèles très différents les uns des autres. Donc le retour à l'antique, ne l'oublions pas, s'accompagne de la découverte ou de la redécouverte d'architectures bien plus lointaines que celle de Rome ou de la Grèce. Et je ne développerai pas le sujet, mais c'est évidemment au jardin que toutes les expériences vont se faire, sur ces fameuses fabriques, où le néo, le pastiche, les expériences de restitution, de reconstitution d'architecture exotique sont permis et vont se faire. Ici, simplement une gravure qui figure l'une des cheminées ornées d'éléments égyptiens imaginés par Piranèse, gravure publiée en 1769. Et je vous montre simplement ce dessin qui est un dessin conservé à la Bibliothèque nationale de l'architecte Lequeux. Donc on a un extraordinaire portefeuille de dessins qui représente le décor de l'hôtel de Montholon. Alors vous voyez, il y a des options d'ailleurs. Ici, on a 2 options pour cette porte, pour les vantaux de cette porte différentes. L'usage des cariatides, qui est un élément important de l'architecture française, mais avec ici des motifs à l'antique primitifs tout à fait surprenants. Alors, de quelle manière s'exprime cette subordination des arts décoratifs, maintenant qu'on a le vocabulaire en main, de quelle manière, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
s'exprime cette subordination des arts dits décoratifs à l'architecture. L'objet essentiel du texte de Cochin, dont j'ai donné plusieurs extraits, était la promotion de la formation académique des architectes. Mais s'il est acquis que l'architecte doit maîtriser un grand nombre de savoirs techniques et théoriques, il n'a jamais été question que la somme de ces savoirs, comme leur contenu, demeure figé. L'étude des modèles antiques et la connaissance des ordres et des proportions n'ont jamais contraint l'architecte à l'exercice servile et stérile de la copie. Ça, c'est plus tard. Bien au contraire, Philibert Delorme l'affirmait déjà en son temps, et l'auteur du prospectus sur les beaux-arts de l'encyclopédie méthodique le réaffirmait à la fin du XVIIIe siècle, l'architecture, c'est un art de la création. Alors je cite ce prospectus, l'art n'est autre chose qu'un assemblage d'exemples, d'observations et de réflexions qui se prétend mutuellement de la force et de la lumière, éclaire, dirige et assure la marche de l'esprit. Mais faire de ces observations des préceptes inviolables, transformer quelques réflexions sur des exemples particuliers en lois absolues et générales, c'est aller contre l'intention de nos premiers maîtres. C'est attaquer la liberté de l'esprit humain et le condamner à une sorte d'immobilité. Alors, est-ce qu'on s'est simplement contenté de substituer, dans cette seconde moitié du siècle, avec le goût à la grecque, des ornements absurdes, dangereux pour l'architecture, à des ornements respectueux de l'architecture? Alors, je vous propose de voir ensemble quelques exemples pour essayer de comprendre. Alors, vous avez ici deux édifices ou deux lieux qui s'opposent clairement, l'un étant situé pour les historiens de l'architecture dans le chapitre architecture rocaille, le second dans le chapitre architecture à l'antique. En haut, la place royale de Nancy, en bas, la place royale de Reims. Je rapproche un peu les choses. Dans la partie supérieure, l'hôtel de ville de Nancy, donc commencé en 1751. Dans la partie inférieure, l'hôtel des fermes de la place royale de Reims, dessiné par Legendre, Héré pour Nancy, Legendre pour Reims. Legendre est un ingénieur des ponts et chaussées. Héré est un architecte lorrain. Donc le deuxième exemple, 1756. On est ici vraiment dans les mêmes années, c'est très intéressant, ce sont les années 50. Qu'est-ce qui a changé finalement? Alors vous voyez que il y a deux éléments très importants. La disparition de la sculpture dans les éléments de couronnement de l'édifice. On n'a plus ces pots à feu, ces groupes d'enfants, ces trophées qu'on trouvait à Nancy. À Reims, ils ont disparu. Finalement, était-il si gênant pour la lisibilité de la façade? Deuxième chose, l'ordre a disparu, quasiment, puisque vous voyez que sur l'hôtel des Fermes de Reims, il est réduit simplement à l'avant-corps central, avec la disposition de ces 4 colonnes doriques qui supportent le fronton triangulaire. Donc la sculpture à Reims, sur l'hôtel des Fermes, est réduite au décor de l'agrafe ici de l'arcade centrale et au décor du tympan du fronton. Donc l'ornement, finalement, j'ai oublié un tout petit détail, les agrafes ici. Finalement, l'ornement a disparu quasiment sur cette seconde élévation. Mais c'est un modèle qui ne fonctionne pas très bien, vous le voyez. Cette architecture était-elle si menacée
Parce que derrière tout ça, on a un modèle qui va perdurer durant tout le XVIIIe siècle et même au-delà, et qu'on va diffuser dans l'Europe entière. C'est l'élévation de la place royale dessinée par Jules Hardouin-Mansart pour la première fois en 1685 avec la place des Victoires. Donc là, on a un schéma d'architecture tellement solide, tellement rigoureux, hein, et tellement commun à l'imaginaire collectif, hein, que finalement, il est indestructible, quasiment. Alors, je me suis un peu torturée pour trouver des exemples qui soient plus parlants. En est-on bien sûr? Alors, à gauche, le portail de l'hôtel de Soubise, donc réalisé au début du XVIIIe siècle, c'est la partie externe, et à droite, le portail de l'hôtel d'Uzès, du dessin de Claude-Nicolas Ledoux, cette fois-ci, 1767. Qu'en est-il de l'importance de l'ornement et du décor? Alors, on l'a dit, hein, disparition quasi systématique, donc des ornements d'amortissement, pot à feu, groupe d'enfants dans les parties supérieures pour couronner la balustrade. Il n'y a plus de balustrade d'ailleurs. Mais malgré tout, vous voyez que Ledoux accorde une place très importante au décor de son portail, à l'ornement de son portail. On y retrouve des chutes, ici, c'est-à-dire des éléments suspendus et retenus par une corde, hein, ou un lien, des trophées, ici, qui viennent couronner ces colonnes. On y retrouve l'ornement du tympan du fronton, l'ornement des écoinçons, finalement c'est pas très différent, hein, et puis un élément de couronnement qui cette fois-ci est situé au centre. Alors là, je me suis vraiment creusé la tête, je dois dire. On a deux édifices quasi contemporains, mais je dirais presque l'édifice que je vous montre ici dans la partie supérieure, qui est le château de Jossigny, qu'on doit à Mansart de Sagone, à l'architecte Mansart de Sagone, est un cas quasi unique dans l'histoire de l'architecture française de la première moitié du XVIIIe siècle. 1753. Dans la partie inférieure, vous voyez donc l'hôtel Sainte-Foy, dessiné par l'architecte Brongniart, que vous connaissez, l'architecte de la Bourse, 1777. Alors là, on voit vraiment une différence, elle est flagrante cette fois-ci, hein. C'est que Brongniart a distribué le décor ou l'ornement d'une manière quasi autoritaire, c'est-à-dire qu'aucun ornement ne sort d'un cadre. C'est l'ornement du chapiteau, c'est l'ornement de l'entablement, selon les règles de l'architecture classique. Mais ce décor, et peut-être non plus tellement cet ornement, c'est ça la question, vient orner des tables fouillées, donc ces cadres rectangulaires qui sont distribués sur l'attique entre chacune des colonnes, entre chacun des chapiteaux. L'ornement ne se promène plus sur le mur, il ne recouvre plus le dessin de l'appareil, il est distribué dans des cadres préalablement destinés à son développement. Alors, on pourrait observer quelques édifices de Ledoux pour constater que dans ces années 1760-1770, eh bien, effectivement, l'architecture nouvelle n'est pas dénuée d'ornements. Est-ce qu'elle n'est pas dénuée d'ornements ou est-ce qu'elle n'est pas dénuée de décor, finalement? C'est la question importante. Alors en haut, l'hôtel de Mademoiselle Guimard, construit en 1770 par Ledoux. En bas, le pavillon de Louvciennes. Ledoux aussi. Vous voyez d'ailleurs la proximité qui existe entre ces deux édifices.
Et les choses ont été distribuées de manière très rigoureuse. Le décor, je ne sais plus quoi dire hein, finalement, vous voyez mon problème, hein, c'est celui du mur nu, habillé donc par des bas-reliefs, animé par des bas-reliefs, situés dans des tables fouillées. Les caissons ici de ce cul-de-four magnifique participent aussi à l'ornement de cette élévation. Et enfin, le groupe sculpté ici de terpsichore qui vient donc couronner le portique contribue à l'embellissement de cette architecture. Les exemples sont innombrables. L'hôtel de Montmorency, toujours Claude-Nicolas Ledoux, et vous voyez qu'ici un élément supplémentaire vient contribuer à l'embellissement, c'est la substitution aux pots à feu et autres groupes d'enfants sculptés de grandes figures en ronde-bosse, des figures allégoriques donc de divinités antiques. L'hôtel d'Uzès, là cette fois-ci, ce sont des figures en ronde-bosse situées donc devant des niches carrées. Donc ça c'est de la provocation. Finalement, était-ce bien différent sur l'élévation de la fontaine de la rue de Grenelle, dessinée par Bouchardon en 1739. Bouchardon, sculpteur, donc qualifié de Phidias français, formé à Rome. Alors finalement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a inventé un nouveau vocabulaire qu'on distribue d'une manière relativement rigoureuse, à des emplacements très précis, ce vocabulaire à la grecque, et qu'à côté de cela, on donne une nouvelle place au décor. J'entends par là au travail des sculpteurs aptes à sculpter le bas-relief et la figure en ronde-bosse. Donc finalement, non plus aux sculpteurs ornemanistes, mais à des sculpteurs qui ont des compétences bien plus importantes, ou différentes en tout cas. Alors peut-être le programme le plus surprenant, c'est celui-ci, le plus abouti en termes de décor, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est celui de l'école de chirurgie, dessiné par Gondouin. Le projet, le projet débute en 1769, la première pierre est posée en 1774. Elle est posée par Louis XVI. La commande est de Louis XV. C'est lui qui a porté tout ce projet de fondation d'une école de chirurgie, de construction d'une nouvelle école de chirurgie. Il a même donné le terrain, il en a financé la construction, mais c'est Louis XVI qui va en poser la première pierre. Et là, il y a un programme très important parce que c'est une commande, vous le voyez, une commande royale finalement. Donc l'iconographie est celle de la protection accordée par le roi à la communauté des chirurgiens et à cette nouvelle science qui dispose d'ailleurs d'une académie. Et là, on n'a pas fait appel à un sculpteur ornemaniste. On a fait appel à Berruère, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un sculpteur qui réalise la figure, donc la ronde-bosse, le bas-relief. C'est lui qui orne aussi le portique, qui réalise les statues d'amortissement du portique du Grand Théâtre de Bordeaux, que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure. Donc le décor, je dirais, et l'ornement, les deux, participent désormais à la régénération de l'architecture classique. Daniel Rabreau, dans son ouvrage consacré à Claude-Nicolas Ledoux, désigne la puissance expressive nouvelle de l'architecture à l'antique sous le terme de poésie de l'architecture. Cette poésie réactivée, exacerbée par des formes et des structures provocantes, car inédites, véhiculée, je le cite, par un discours d'accompagnement moral, peut à nouveau faire parler l'art de bâtir. Finalement, ce que les architectes vont
redécouvrir de l'ornement et du décor dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est sa capacité à accompagner le discours de l'architecture. Vous avez déjà entendu certainement ce terme d'architecture parlante, hein, qui signifie que l'édifice, au premier coup d'œil, donne une idée de sa destination, hein, de son usage. Eh bien, ce que fait l'ornement dans cette seconde moitié du siècle, comme le décor, sculpté, historié, c'est de venir confirmer cette impression. L'architecte, lui, travaille sur les masses, sur les volumes, sur le dessin des divisions de la façade, donnant ainsi une première idée de ce qu'est l'édifice, une prison, un théâtre, que sais-je encore, un hôtel particulier, une fontaine, etc. Donc, il exprime par le dessin de son architecture, par la combinaison des masses, par l'usage de la lumière, ce à quoi l'édifice va être destiné, et l'ornement, comme le décor, viennent renforcer cette expressivité de l'architecture. Donc voici finalement comment je vous proposerai de lire cette réappropriation de l'ornement et je dirais du décor sculpté aussi, après un demi-siècle d'art rocaille. Premièrement, on réaffirme que l'ornement, c'est celui de l'ordre. Et c'est ce qui se produit à travers l'adoption de ce vocabulaire à la grecque. Deuxièmement, on utilise des ornements d'architecture, je dirais simples et efficaces. La colonne, le bossage, autant d'ornements qui contribuent à l'expressivité de la façade. Troisièmement, on réutilise la sculpture, on régénère l'art du sculpteur et les rapports entre architecture et sculpture, en faisant appel non pas simplement à ces architectes ornemanistes qui étaient sollicités pour les agrafes, sollicités pour les pots à feu, mais en s'adressant à des sculpteurs que le Camus de Mézières qualifie de figuristes, pour développer un grand décor sculpté, historié, à l'extérieur de l'édifice, et non plus simplement à l'intérieur. Alors voilà l'idée que je vous propose de retenir. Le renouveau de l'ornement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le renouveau de l'ornement par le rapprochement vers justement cette question des ordres, c'est le renouveau de la sculpture aussi, mais évidemment c'est une idée qui reste une base de travail. Je dirais que les spécialistes de l'architecture dans la seconde moitié du XVIIIe siècle s'intéressent peut-être plus à d'autres choses aujourd'hui que cette question de l'ornement. Je dirais aussi qu'il manque beaucoup de monographies de sculpteurs. Tous ces grands décors de la seconde moitié du XVIIIe siècle n'ont pas été étudiés. Je vous donne un exemple, un seul peut-être. Il y a une étude remarquable qui a été faite sur le Palais Royal. Le Palais Royal est un petit musée de sculpture. Je parle de ces façades qui délimitent le jardin du Palais Royal, non pas du Conseil d'État, vraiment du lotissement de Victor Louis. Eh bien, il y a une étude architecturale qui a expliqué comment ce lotissement a été conçu, pour quelles raisons, et qui a acheté ces maisons. Mais finalement, le programme sculpté n'a jamais été étudié. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur cette question de la sculpture dans son rapport à l'architecture.
et sur l'histoire de la sculpture dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Vous savez, l'histoire de la sculpture, c'est le parent pauvre de l'histoire de l'art. Hein. Voilà. Alors, je ne veux pas dire par là qu'aucun historien de l'architecture ne s'est intéressé à ces questions d'ornement et d'iconographie. Hein. Des gens comme Monique Mosser y ont accordé, par exemple, beaucoup d'importance. Werner Huxlin aussi. Je pense aussi à Marc Deming, évidemment, pour les projets de monuments à la gloire de Louis XVI, notamment. Mais on ne peut pas dire effectivement qu'aujourd'hui on dispose du matériel suffisant pour mûrir vraiment cette réflexion sur l'histoire de l'ornement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et il reste encore de nombreux exemples, voilà, à étudier. Merci.